Je vais vous montrer deux choses. Premièrement, voilà. Des graphiques. Ce sont deux graphiques, et ce sont des graphiques très intéressants. Non, il y en a un à l'envers. Hein, oui, pardon, excusez-moi. Intervention décisive. Voilà, il y a. mais ça change tout. Voilà, si vous voulez. Ce sont ces deux graphiques et ils montrent en fait la même chose. C'est le problème de la compétitivité des pays dans la zone euro. Et vous voyez que sous l'effet de l'inflation, qui évidemment est différente dans les pays, l'Allemagne a eu 1,1% d'inflation, comme la Finlande. L'Espagne, en moyenne. Je suis désolé, mais là, ils sont à l'endroit, mais pour moi, ils ne sont pas parfaitement clairs, vos graphiques. Prenons le premier graphique. Oui. C'est la compétitivité par rapport à l'indice des prix. Alors, sur lequel on va zoomer. Voilà. Non, voilà, montrez-le comme ça. Voilà. Comme ça, on va zoomer. Vous voyez qu'au moment où on passe à l'euro, évidemment, tous les pays, mais c'est par construction, si vous voulez, vont ensemble. Et immédiatement après, vous voyez que les courbes divergent de manière fantastique. Alors, la courbe du bas, c'est l'Allemagne. D'accord. La courbe du haut, c'est la Grèce. Bon, et vous voyez qu'entre ces pays, il y a, grosso modo, 20% ou 25% de décalage. Alors, attendez, la courbe du bas, c'est l'Allemagne. On n'est pas habitué à ce que l'Allemagne soit en bas. Normalement, elle est plutôt en haut. Parce que le graphique montre quoi exactement ? Le graphique montre l'indice de compétitivité relatif calculé à partir des prix, de l'indice des prix. Et ça veut dire quoi ? Je comprends pas. C'est-à-dire, grosso modo, quel est l'impact du prix sur le rapport d'échange des monnaies. Et là, comme on est avec un même rapport... Excuse-moi, quel est l'impact du prix de quoi ? Les prix de consommation. Des prix à la consommation. Des prix à la consommation. Sur le rapport d'échange des monnaies. Oui. Et comme les monnaies sont au même niveau, oui. Ça c'est l'euro, eh bien, dès que vous avez une inflation plus forte, vous perdez massivement en compétitivité. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, on fait le même calcul par rapport au coût réel du travail. Qu'est-ce que c'est que le coût réel du travail ? C'est d'abord le salaire payé aux travailleurs, les charges, et évidemment l'impact de la productivité. Et on voit exactement la même chose. Vous voyez ici que là, ce n'est pas la Grèce, c'est l'Espagne qui est en haut. Et vous voyez que la compétitivité de l'Allemagne, là aussi, s'est fortement améliorée. Et vous voyez, grosso modo, un écart de 20%. Ce qui veut dire que... excusez-moi, mais pour vous, quels seraient les pays européens qui seraient le plus gagnants dans l'hypothèse d'une fin de l'euro ? Alors, dans l'hypothèse d'une fin de l'euro, tous les pays de l'Europe du Sud. Je dis bien tous les pays de l'Europe du Sud, pas seulement la France. Vous comptez la France dans l'Europe du Sud ? Je compte la France dans l'Europe du Sud parce que nos caractéristiques industrielles sont plus proches, par exemple, de l'Italie que de l'Allemagne. C'est tout à fait clair. Et il faut savoir que dans le cas d'une dévaluation massive, dans le cas d'un éclatement massif, tous ces pays se retrouvent massivement gagnants. J'ai fait avec un collègue qui s'appelle Philippe Murer une étude, et on voit que quel que soit, grosso modo, le scénario que l'on adopte, tous ces pays sont gagnants. Il n'y a qu'un scénario... Alors, excusez-moi, tous ces pays sont gagnants dans toutes les hypothèses, c'est-à-dire que l'éclatement de l'euro est une condition nécessaire et suffisante, ou est-ce qu'il faut d'autres points de vue ? Non. Alors, ils sont plus gagnants quand ils mettent un certain type de politique. D'ailleurs, je signale, et c'est très intéressant, que les politiques qui visent à réduire la dette sont celles qui donnent l'avantage le plus faible à la dévaluation. Les politiques qui favorisent l'investissement sont celles qui donnent le plus grand avantage à la dévaluation. Donc ça, c'est un premier point. Si on en finit avec l'euro, tous les pays du Sud sont gagnants, oui. Mais sont gagnants sur le plan de la compétitivité. Quand vous dites gagnants, ils sont gagnants sur plusieurs points. Ils sont gagnants, évidemment, d'un point de vue de compétitivité. Ils sont gagnants d'un point de vue de croissance. Dans l'hypothèse médiane, nous obtenons 5% de croissance la première année pour la France et 5,8% la deuxième année. Mais comme ça sans rien faire, sans rien uniquement par effet mécanique du retour aux monnaies nationales. De la dévaluation. Et de la dévaluation. Voilà. Parce que si on revenait aux monnaies nationales au même niveau, ça ne serait plus vrai. Là, pour bien vous suivre, Jacques Sapir, quand vous parlez d'une dévaluation, vous parlez d'une dévaluation de quelle monnaie ? De l'euro, tout simplement ? Non, je parle. Je vous suis pas. On revient. Nous sommes. Première étape, l'euro éclate. D'accord. Deuxième étape, on décide de dévaluer. Le scénario
médian que nous avons étudié est un scénario où la France dévalue par rapport au niveau actuel de l'euro de 25%, l'Italie de 30%, l'Espagne de 35%, le Portugal de 45%, la Grèce de 50%. L'Allemagne, elle, mécaniquement, se trouve réévaluée d'environ 15%. Bon. Nous avons aussi étudié le scénario dit des 2 euros. C'est-à-dire l'idée, voilà, on fait éclater la zone euro, mais on décide qu'on ne va pas revenir aux monnaies nationales et qu'on va faire 1 euro du Nord, 1 euro du Sud. Cette hypothèse, qui est d'ailleurs assez attrayante en théorie, ne résiste pas à l'épreuve des faits. Si vous voulez, dans le modèle que nous utilisons, nous voyons immédiatement que, à ce moment-là, les pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie ont un énorme problème. Alors là, excusez-moi, c'est encore un graphique. À l'endroit, très clair. C'est le taux de change réel. Autrement dit, le taux de change par rapport à l'inflation. Et vous voyez que très rapidement, les courbes de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de l'Italie deviennent plus importantes que la France. Ce qui veut dire que la France, elle, est avantagée par cette solution, mais pas les pays voisins. Vous savez quoi, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs aient pu voir vos graphiques là, mais si ça ne vous embête pas, vous allez nous les laisser. Oui. Et on va les scanner et on les mettra dans aucun problème. Dans le contenu écrit qui sera aucun problème là-dessus. Donc, si vous voulez, on a étudié ça. Alors, premièrement, évidemment, la croissance, gros avantage. Deuxième point, le chômage. Alors là, suivant les hypothèses, il y a une réduction au minimum sur 3 ans et demi d'1 million de chômeurs au maximum de 3 millions de chômeurs. Je dis tout de suite que l'hypothèse maximum n'est pas crédible, comme l'hypothèse minimum n'est pas crédible d'ailleurs. Ce sont évidemment des hypothèses extrêmes. Donc on réduit le chômage de 2 millions de chômeurs. À peu près. On est entre les deux. À peu près. Peu près. Ce qui veut dire qu'on repasse à 1 100 000, 1 200 000 chômeurs. Je signale que, mais mathématiquement, ça veut dire que tous les comptes sociaux sont immédiatement à l'équilibre. Tous les comptes sociaux sont à l'équilibre, sans qu'on ait besoin de faire de nouvelles économies. Le régime de retraite est équilibré, la sécurité sociale est équilibrée. Une fois. Et oui. On le sait. Bon. Et oui. Non mais alors attendez, je suis épaté. Alors, je veux dire, vous avez là un économiste qui vient vous proposer 5% de croissance tout de suite, 2 millions de chômeurs en moins tout de suite, et vous, et vous n'achetez pas alors apparemment. On se sera mal compris. Moi, je partage la plupart des diagnostics de Jacques Sapir et sa pensée et ses livres participent à la préparation de nos propres documents. Jacques Généreux, qui est l'économiste du parti de gauche, valide le scénario Sapir. Mais Sapir est un universitaire, un savant, un économiste. Donc il produit des études, des analyses. Moi, je ne suis pas en état de vous dire si tous ces graphiques correspondent, si j'aurais le même regard que lui, si je partagerais, par exemple, les instruments de mesure. Par exemple, souvent dans la vie politique, on réfère tout au PIB, c'est-à-dire la production de la richesse. Moi, je conteste le PIB en tant qu'instrument de mesure de l'activité humaine réelle. Parce que dans le PIB, réparer une voiture cassée, la faire casser et l'acheter, c'est la même chose. Ça compte comme une activité. Mais est-ce que vous avez contre-expertisé les chiffres Attendez. que Jacques Sapir vient de nous donner là? Non, je ne suis pas en état là, de faire une contre-expertise, mais ce que dit Sapir est un scénario. D'abord, commençons par bien comprendre ce que moi j'ai compris de ce que vous dites, Jacques, parce que je lis ce qu'il écrit et je me réfère à ce qu'il dit. Bon, il parle de la sortie de l'euro. Bon, très bien. Là, c'est un schéma abstrait. Enfin, oui. Moi, je suis dans une autre situation. Je suis un acteur de la situation. D'accord ? Donc, je me trouve à l'instant auquel nous parlons. Si vous me dites vous êtes pour ou contre la sortie de l'euro, pour moi, cette question n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui décide si on reste ou si on part. Et deuxièmement, la situation... Attendez. Si vous êtes demain en situation, si vous êtes Premier ministre ou Président de la République, oui, c'est vous qui décidez. Exactement. Et c'est de ça dont nous allons parler. Bien sûr. Parce que dans un rapport de force, entre rester ou sortir, qui sont deux hypothèses, il y en a une autre qui s'appelle la subversion. Et mon devoir comme dirigeant du pays, c'est pas d'arriver et de dire je considère qu'il n'y a plus aucun espoir de ramener la situation à l'endroit où je voudrais qu'elle soit, et on va en parler pendant une seconde, et donc je tourne la page parce que de toute façon on n'y peut plus rien, donc on s'en va, salut.
C'est pas rien, la France. C'est la deuxième puissance économique de la zone. Hein. Ça va être la première population dans les années qui viennent. Mécaniquement, mon pays sera le premier en Europe bientôt. D'accord? Donc, mon point de vue, c'est comment je me prépare à cette situation. Deuxièmement, je ne suis pas quelqu'un qui vient là pour optimiser les performances d'un pays capitaliste vis-à-vis des autres. C'est pas mon point de vue. Je ne suis pas François Hollande, moi. Je ne suis pas pour que ce système continue comme il est, et puis que les Français tirent mieux leur épingle du jeu, c'est-à-dire vendent plus de télévision, plus de voitures, à n'importe qui, n'importe comment, du moment qu'on le paye peu cher. Mon point de vue, c'est la révolution citoyenne, la transition écologique, la planification écologique, le changement des normes qui sont à l'œuvre dans la société, et ainsi de suite. Donc je ne suis pas simplement un observateur qui se dit, bah tiens, comment on peut faire pour faire de la croissance de n'importe quoi? Parce que Jacques, je ne lui fais pas l'offense de dire qu'il veut la croissance de n'importe quoi. Il nous dit, voilà les conditions d'une croissance. Mais après, c'est à nous de prendre le relais, les dirigeants politiques. La croissance de quoi? Ça, c'est pas à lui de répondre. Lui, il dit, ben voilà les gars, ce que je vous mets sur la table. Mais nous, la croissance de quoi? Pour faire la transition écologique, pour ne prendre que cet exemple, nous avons besoin d'une part substantielle de la richesse affectée aux investissements. Pour faire caricatural, il faut jeter les vieilles machines et en amener d'autres, moins polluantes et qui produisent des choses qui sont d'intérêt général et non pas d'intérêt futile créé par la frustration, la mode et le reste. D'accord? Oui, mais pour produire ces nouvelles machines, qui feront la transition écologique, vous voulez le produire en France, j'imagine. Attendez, évidemment. Vous voulez pas qu'elles soient produites la à l'étranger. logique générale, c'est la relocalisation. Donc elles vont contribuer à la croissance. Bien sûr. La fabrication. C'est pourquoi je vous dis, quand Jacques Sapir dit condition de la croissance, si nous étions deux ici, un de gauche et un de droite pourrait dire ah ben je suis d'accord parce que la croissance, Sapir nous la pose sur la table, mais qu'est-ce qu'on en fait? Or, pour faire quelque chose de cette croissance, moi je pense, faire quelque chose qui soit dans le sens de l'intérêt général et de la transition écologique, il faut ponctionner le capital. Donc, modifier les rapports de force entre capital et travail. Et c'est précisément comment, moi, je pose la question de la monnaie unique. Et pour ça, il faut faire un peu d'histoire. Jacques Sapir a commencé par là. D'abord, nous ne nous racontons pas d'histoire. Pour commencer, sur l'Europe. L'Europe n'a pas été créée pour je ne sais pas quoi, la paix et le reste, c'est pas vrai. L'Europe a été créée pour constituer une entité pour faire face aux Soviétiques avant que les Américains arrivent. Voilà, point. Ils ont d'ailleurs commencé par la communauté européenne de défense. Et puis comme ça a foiré, ils sont immédiatement passés à la communauté charbon-acier. Et au traité de Rome, peu de temps après, que Pierre Mendès France n'a pas voté. Je le dis parce que beaucoup de gens aujourd'hui se réfèrent à Pierre Mendès France comme le saint de la création européenne. C'est pas vrai. Il a expliqué d'entrée de jeu que comme dans le traité de Rome, il était écrit qu'on défendait une économie ouverte de marché dans lequel s'exerce librement la concurrence, Mendès France explique, vous croyez à un dieu extérieur qui va réguler l'économie. Je rappelle tout ça pourquoi? Pour rappeler un point sur lequel peut-être je divergerai avec Jacques Sapir. Ma conviction personnelle, profonde, est que la géopolitique commande la politique et l'économie et non pas l'inverse. C'est-à-dire que bien sûr l'économie commande la politique et la géopolitique, mais la géopolitique est première, parce que la géopolitique résulte de l'histoire et l'histoire habite les esprits. Alors sur la question de la monnaie, la géopolitique vous commande quoi? La géopolitique fait que l'Allemagne, compte tenu de sa position au milieu de l'Europe, comme elle a toujours été, de sa population vieillissante, a un impérialisme monétaire, qui se trouve être celui qui correspond aux intérêts les plus avancés du capital financier de notre époque. Le gouvernement CDU, CSU de l'Allemagne. Je le dis parce que dans mon point de vue et dans mon analyse, il n'y a aucun nationalisme, et je tiens à ce que ces choses-là soient, ni aucun chauvinisme. Hein. Je me sens lié aux travailleurs allemands qui sont spécialement maltraités, parce que ce que Sapir confirmera sans doute, et que montrent ces schémas, c'est que tout ça a été acquis au prix d'une surexploitation des travailleurs allemands, d'une flexibilisation terrible, du fait qu'il y a plus de pauvres en Allemagne qu'en France, que les gens y meurent plus tôt qu'en France, et ainsi de suite. Toutes sortes de choses qui, en général, n'apparaissent jamais dans la discussion. On compare le prix d'une bagnole, une Mercedes, avec le prix d'un haut de gamme d'une voiture française, et aussitôt on jette de grosses larmes en disant « Mais comment ça se fait, notre voiture pour riches coûte plus cher que la voiture pour riches des Allemands, ou elle coûte moins cher, nous ne l'achètent pas ?» C'est pas le sujet. Si nous comparons la France à l'Allemagne, je ne veux pas sortir de la question européenne, mais Jacques Sapir a fait une présentation où il n'a pas traité la question de la monnaie indépendamment de ce qui constitue la monnaie, les relations sociales, les relations économiques, etc. La monnaie n'est qu'un intermédiaire entre des valeurs. On ne peut le comprendre qu'en relation avec des politiques économiques. Donc, quand nous avons créé l'euro...